batia qui na dépense nyos que président a voyagé par exemple azalaki ceux qui na 5 personnes basi ba calculer nyos que président ko pesa président ota pe azongi simongo na geste na président asali il faut na ba ministre bazala ba en ligne ba suivre modèle wana parce que ceux qui les c'est pas seulement ba ministre même ba DG à société ceux qui aujourd'hui les lo bati OK na entreprise moko boy ba pesa fin de fonctionnement jamais bakoki kosala te ke pour ba contrôler au lisusu bakobanda kosala ke pona nini ke topesi mbongo tango kende osenga mbongo ba pesi mbongo eza bato misusu kopesi 1 million est-ce que pour un voyage nini ekoki coûter 1 million mais au moment ali nyoso azongi atongi bandako alors cette fois-ci faut tous avoir conscience parce que Congo eza mboka na biso to monike oya azali penda mobali ya solo ablatisi exemple ya président Kasavubu ba président nyoso badekaki eloko moko basalaki te mais oyo asali ebandi kolakisa déjà que misala ekotambola na ndenge moko ya bien elokuta biso tozasir ke en tout cas akokontinue kaka baministre wana esengeli ka ndenge ye moko alobaki justice ke esala nini etala bango. On l'a dit, la symbolique est très très forte. Félix Tshisekedi qui nous rappelle les années Kasavubu. Maître Kizito, vous allez être le premier à commenter cette thématique. On commente d'abord les propos de ceux que nous avons interrogés qui pensent que Félix Tshisekedi, Israël Moutala le disait pendant qu'on regardait le baladeur, que c'est l'action forte de ces 30 premiers jours au Palais de la Nation. Oui, parce que même lorsque ceux qui étaient en train d'être interviewés parlaient de Kasavubu, nous sommes une génération qui n'avait pas vécu Kasavubu lorsqu'il était en train de diriger, mais au moins Mobutu, Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Ils n'ont pas fait ça. On n'avait jamais vu un président de la République retourner l'argent après peut-être les frais d'émission et tout qu'on soit. C'est justifié jamais. Il y a eu l'excès, non. Et donc c'est quelque chose d'important qui entre dans l'actif peut-être. Les côtés positifs du président de la République, mais aussi c'est un signal fort pour les autres qui sont appelés à diriger la République démocratique du Congo, chacun dans son domaine et selon l'étendue des responsabilités lui confiées par la République démocratique du Congo. On ne doit pas toujours chercher à s'enrichir ou à vivre dans une corpulence dépassant les autres, mais malhonnêtement, non. L'heure est arrivée où chaque compatriote devrait se nourrir, se vêtir, faire tout ce qu'il voudrait avec l'argent disponibilisé selon que les lois de la République prévoient. C'est que vous n'avez pas fait pendant tout votre temps de règne. Hein? Nous le regrettons, mais peut-être en cette matière-là, Joseph Kabila a été vraiment aussi dire qu'il n'a pas assez laissé les gens aller à l'excès. Mais c'est justifié pas lui-même non plus. Quelques-uns, non. La présidence a enregistré toujours des dépassements budgétaires. Hein? On en a pas assez entendu parler de dépassements budgétaires à la présidence de la République, non. Et Joseph Kabila, il a fait aussi preuve de la bonne gestion durant son temps à la présidence de la République démocratique du Congo jusqu'à ces jours. Peut-être certains dans leur domaine, peut-être il y a eu de telles histoires, mais aujourd'hui nous prenons l'exemple de son excellence Félix Tshisekedi. Il devrait aussi que les autres devraient suivre. Et une action de charme, un coup de com' ou juste un acte de bonne foi? Non, c'est un signal de bonne gouvernance. Voilà, Israël Moutala. Non, je pense que en tout cas la symbolique elle est très forte. Elle parle aux Congolais moyens. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans le pays, selon Transparency International, parmi les pays les plus corrompus au monde. Parmi les 10 pays les plus corrompus au monde, la RDC fait partie de ce pays-là. Classement de Transparency International. Il y a la grande, il y a la petite corruption. La petite corruption, nous la voyons tous les jours sur les routes. Un fonctionnaire t'arrête, même si tu es en tort. Et tu te dis, voilà, je lui donne 2000 francs, 3000 francs. La petite corruption. Un fonctionnaire qui doit te délivrer un papier, il traîne les pieds, tu veux dire, tu vas gagner du temps, tu lui donnes 10, 4. Donc, là, partout, à la commune, dans les administrations. Voilà, il y a la grande, voilà. Ça, c'est la petite corruption. La petite corruption. La grande corruption dans les ministères. Il y a les commissions qui exigent les ministres, les commissions, les gros sous qui exigent les mandataires publics, les PDG, tout ça. Il y a tout ça. Il y a la grande
grande corruption. Est-ce que la première action de Tshisekedi, c'est quand on a appris qu'un groupe de la représentation, une délégation libanaise a apporté au président des cadeaux qu'il aurait rejetés? Il s'inscrit dans cette logique de... Écoutez, vous regardez Félix, Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi avait les moyens de vivre comme un petit roi, comme un roi télé, voilà. Il avait les moyens de vivre comme un châtelain. Mais Étienne Tshisekedi, quand vous alliez même chez lui à Limité, c'était sobre. La villa était sobre, le salon était sobre, là où il s'asseyait souvent avec sa petite radio sur sa pergola, c'était sobre. Mais c'est pas le cas de son fils qui roule avec une Infinity. Non, mais voilà. Donc, je suis en train de dire d'abord que ça veut dire que c'est des gens, c'est pas l'opulence, c'est pas moi extraordinaire. Donc Félix a grandi quand même dans un milieu aisé. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas, il va pas trembler face à quelques millions que viendrait lui donner la communauté indo-pakistanaise ou libanaise ou ceci, cela. Ça laisse être administré. Absolument. C'est parce que, écoutez, je suis chrétien, là aussi, la Bible dit que les présents corrompent souvent les justes. Et donc, en refusant par exemple les présents ou les cadeaux de la communauté libanaise ou indo-pakistanaise, c'est d'abord, il fait preuve d'indépendance. C'est pour ne pas se lier. Parce que souvent, moi je connais ces pratiques-là, quand vous êtes ministre élevé en dignité, souvent la communauté libanaise vient vous... On avait vu l'ancien Premier ministre, le Premier ministre actuel, voilà, il s'était affiché avec Achour et on avait interprété ça d'une façon. Et donc, il faut qu'en homme d'État, on évite justement de s'afficher juste après votre élection avec des personnalités étrangères. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc vous d'abord êtes le Premier ministre des Congolais, vous devez protéger leurs intérêts et vous devez être indépendant. C'est pas une action de charme, comme je le disais tout à l'heure à Tizi Tongoï. C'est une affaire, c'est de la pédagogie. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas être dans un pays réputé corrompu comme le nôtre et se comporter de manière ordinaire. Il faut des actes d'éclat, il faut se comporter de manière extraordinaire pour justement essayer de changer le cours de choses. Essayer de marquer la rupture avec le régime que l'on a remplacé. Absolument. Écoutez, on ne va pas se voiler la face. On ne va pas se voiler la face. Le président lui-même a dit que la justice est un de ses chantiers qui n'a pas réussi, tout. Il a dit aussi changer les mentalités des Congolais, il n'a pas réussi. C'est un aveu de l'ex-président Joseph Kabila. Mais quelles sont nos mentalités? Quelles sont nos mentalités? On ne paye pas l'impôt, on vole l'État, l'État vole les citoyens, nous volons mutuellement. Et donc voilà, mais il faut à un moment qu'on arrête. Personne n'écrit. Il faut à un moment qu'on arrête. On se vole mutuellement. On se vole mutuellement. L'État nous vole, nous on vole l'État. Bien sûr, on se vole mutuellement. Ah, ça c'est important. Et justement, le problème qui est là, c'est que il faut maintenant que nous réformions notre État. Nous dire que voilà, notre prospérité collective dépend de notre vertu en tant que citoyen, dépend aussi du comportement exemplaire de l'État. On a assez parlé de ça, mais on ne sait pas exactement combien Tshisekedi avait-il reçu. Mais ça aussi, c'était un fait. Mais voilà pourquoi écoutez, par rapport à ça, d'abord c'est pédagogique. Ça veut dire que s'il avait par exemple dit, il avait dit par exemple, voilà ce que gagne comme frais de représentation le chef de l'État, voilà. On aurait déplacé la polémique. Aujourd'hui, on ne serait pas aussi sur les 63 000 qu'il a remis. On aurait dit, c'est ce que gagne Kabila. Il nous a volé. On irait dans les polémiques stériles. Mais comme la loi de finances qu'il exécute actuellement, c'est la loi de finances votée par son successeur, on est un peu dans la continuité. Et donc aujourd'hui, il a dit, voilà, avec les barèmes qui étaient fixés, il est parti en mission et puis il y a eu des reliquats, je remets à la caisse. C'est pour vous dire d'abord que c'est de la bonne gouvernance. Ça veut dire que nous sommes un pays extrêmement pauvre. Et dans cette pauvreté, il faut bien gérer les deniers publics. Donc quand il en reste, vous reversez. Parce qu'avec ça déjà, s'il n'avait pas reversé, il y aurait peut-être moins de moyens pour faire l'érosion. La route qui s'est cassée au niveau de Badading, ça va demander à peu près 700 000 $. Mais comme il avait déjà reversé dans le trésor public 160 000 $, vous voyez que on a tenu. Une bonne action de marketing. Voilà. Donc c'est toujours ça. Mais ça ne va pas se limiter là. La pègre est tenace. Mais pour arriver les actes d'éclat, il faut aller en profondeur. Et la profondeur, c'est quoi? C'est la réforme de la justice. La profondeur, c'est quoi? C'est la sanction. L'exécutif doit être en mesure de sanctionner sévèrement ces ministres, les mandataires publics qui se compromettent avec la corruption. Même ceux de son propre camp qui pensent que c'est leur tour maintenant de... Mais encore une fois, encore là aussi, je m'aurais terminé, pour que Félix aille au bout de cette action pédagogique, il a fait sa déclaration de patrimoine.
Mais il ne doit pas la faire sous scellé. On ne sait pas exactement ce que détient notre président. Dans un pays d'opacité comme celui-ci, dans un pays réputé corrompu comme celui-ci, lui il doit nous dire clairement que moi, voilà, j'ai une maison, mon compte en banque, j'en ai pas. J'ai 10 000, j'ai deux voitures, voilà, ma famille, ma femme, voilà ce qu'on a. Il faut qu'on le sache, son patrimoine, et qu'ils nous disent, voilà, il gagne quoi comme président, que nous ayons justement... Donc ça aurait été un très bon acte de transparence. Absolument, dans un pays comme celui-ci, il faut aller au-delà de ce qu'exige la loi. La loi exige de déclarer son patrimoine sous scellé, mais lui peut dire, non, voilà, d'accord, il fait sous scellé, et puis il donne à la presse sa déclaration de patrimoine, comme on le fait notamment en France. On fait fouiller comme on a fait fouiller sur le cadeau de la communauté pakistanaise qu'il a refusé. Il ne faut pas faire mystère. Donc je pense que c'est ça parce que je vous dis, je connais ce pays. La pègre est enracinée. Et donc, écoutez, il faut voir les magistrats, il faut voir... les fameux 3V dénoncés par... absolument, il faut voir comment est-ce que... Mais justement, les magistrats aussi sont précarisés. Et quand vous les précarisez, ils sont justement... Ils se trouvent des moyens. Friables à la corruption. Et tout ça, c'est compliqué. La parole va tourner, Israël. Voilà. Vous êtes d'accord avec lui que le président devrait quand même dire ce qu'il détient également réellement dans la déclaration de son patrimoine? Oui, c'est très tenté de demander est-ce qu'il ne devrait pas rendre public son salaire et ceux, par exemple, de ses collaborateurs. Comme on sait en France, le président a 14 000 €. C'est très important. On a besoin de ça. Il y a aussi longtemps, on ne connaît pas combien touche un ministre dans notre pays, même si l'actuel ministre d'État, Didier Kangodia, il a essayé de frôler lors de son passage sur le plateau de Télé 50. Il disait ce qui touchait le ministre d'État et les ministres, le vice-ministre. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est si tabou dans ce pays? Oui, c'est parce que il y a des trucs là-dedans. Les gens préfèrent... c'est Kabila qui n'a pas su donner l'impulsion. Oui, de ses côtés, on l'avoue, il n'a pas su parce que ce n'est pas une culture, on n'en a pas. On voudrait cette fois-ci, peut-être avec l'opacité totale, avec les coups que venait de poser le président de la République, on puisse revivre ces choses. On voudrait cette fois-ci, vous devenez ministre dans ces pays, on sait retracer, tu es venu, tu as autant de maisons, autant de véhicules, on va voir les salaires que tu prends et les avantages liés à ton poste. Et ce qui est important, ça ferait même que ceux qui sont peut-être dans le monde des affaires, font les commerces, tout ça, ils vont voir et dire, bon, c'est qui touche un ministre, bah, avec ce que tu fais, je ne serai pas tenté d'aller faire la politique, je ne serai pas tenté d'être député et tout comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, on vient servir l'État, on ne vient pas chercher à s'enrichir. S'il faut s'enrichir, il faut aller faire les commerces, il faut aller faire autre chose. Mais quand à l'UDPS on dit, ben, c'est notre tour, il y a des gens qui caressent des rêves là-bas, de pouvoir habiter aussi ma campagne, de pouvoir venir ici nous rejoindre ici à la Gombe. Donc s'il y en a ceux qui pensent comme ça, ils se trompent, puisque sortir même l'argent... C'est ce que vous avez fait. Non, on ne l'a pas fait. Vous êtes nommé ministre, on quitte la banlieue, on vient habiter. Monsieur Jean-Pierre, vous savez sortir l'argent dans la caisse de l'État, c'est pas facile. C'est beaucoup de signatures là-dedans. C'est pas facile. Mais on sait que ça sort bien. On quiz. Non, peut-être on en parle, mais pas assez de preuves. Tout le monde va démissionner parce que ça sortait beaucoup. Non, il n'avait pas de preuves. Lui, c'était des motivations politiques tout simplement. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même une nouvelle classe politique qui, comme c'était le vœu du président de la République honoraire, qui a dit qu'il faut renouveler la classe politique. Renouveler, ce n'est pas seulement chercher les jeunes, mais aussi changer la mentalité de ceux qui sont aujourd'hui appelés à diriger la République démocratique du Congo dans les différents... Aller dans des provinces. Mais quand Israël Moutala dit qu'il faut sévir, il faut arrêter, parce que d'accord aujourd'hui qu'on arrête des cadres du PPRD qui vont s'illustrer toujours dans ces pratiques que nous dénonçons. Vous savez que chez nous, nous ne prenons pas les antivaleurs. Aujourd'hui, si un cadre du PPRD, il se retrouve là-dedans, et la justice, elle est là. Vous êtes protégé pendant longtemps. Non, personne ne viendra s'interposer pour commander la justice. Quand on appelle quelqu'un ou quand un mandataire dit ça, tout l'argent des mandataires finissait... Non, peut-être je ferai mon travail comme avocat, je vais le défendre, peut-être plaider coupable, bien sûr, mais voilà, mais pas aller s'interposer. C'est très embarrassant de parler de ce sujet. Très, très embarrassant. Et vous allez voir, par exemple, que pendant le mandat de Joseph Kabila, presque aucun ministre n'a été arrêté ou sanctionné, répondre devant la justice. Il n'y avait pas de preuves non plus aussi. Mais le problème c'est quoi? Si on ne veut pas chercher les preuves, voilà. On a vu le scandale, par exemple avec Kokonyangi, le scandale de l'immeuble UAC. Que voulez-vous d'autre? Kokonyangi avec l'autre scandale où il a croisé les fers avec le DG de l'ONATRA, Mukoko.
avec les concessions Sokopao. Voilà, enfin, que voulez-vous d'autre? Que voulez-vous d'autre? Il y avait des scandales, il y en avait, des scandales, il y en avait. On a tourné la page. Il y avait des scandales. Moi, j'ai tourné la page a tourné, mais il y a une nouvelle équipe qui vient. Mais on ne blanchit pas ceux qui se sont distingués dans ça. Hein. Non. J'ai envie que chacun réponde de ça. Non, c'est que, vous savez, c'est que Israël est en train de dire ici, c'est grave aussi. Mais la justice, les magistrats sont là. Ne vous en faites pas. Il y a lieu aujourd'hui qui est quelqu'un qui a des éléments palpables qui l'amène ça devant mais les éléments que Nani, comment il s'appelle, ça ne suffit pas seulement d'alléguer Louzolo Bambi, tous les éléments qu'il a apportés par Dever, le procureur. C'est ça. Israël, ça monte. Est-ce que aussi lorsque nous sommes le parti, voilà, il y a toujours un problème de suivi, il fallait aussi mettre là-dedans les avocats. Voilà, mettre là les avocats pour suivre ces processus et en arriver jusqu'à faire inquiéter ce qui était. Je vous sens embarrassé là-dedans. Et là, vous êtes très à l'aise. Non, c'est ça le problème. C'est le problème. On ne peut pas. Écoutez, je suis allé à Makala une fois. Tu ne peux pas être choqué par le niveau qu'il y a de voir des voleurs, comme ce qu'on appelle les petits voleurs entre guillemets. Donc c'est lui qui a volé un petit peu à l'étalage. Absolument, les petits larcins. Amené illico. Les larcins, comme on dit. Les larcins. Et voilà, mais il y en a beaucoup là-bas. Pourtant, des voleurs en col blanc. Absolument, il y en a beaucoup. C'est de la délinquance juvénile parce que voilà, il y a tout ce qu'on appelle les kuluna. Oh non, il a arraché une bague, une chaînette, une gourmette, il a volé une télé. Mais il y en a beaucoup là-bas. Mais il en manque d'autres. Mais il en manque beaucoup. C'est ce qu'on appelle le criminel en col blanc. Il y en a beaucoup. Regardez quand même ces allégations. Regardez les immeubles qui poussent ici dans la ville. Militaires, policiers, généraux, hauts fonctionnaires de l'État. Mais regardez maintenant leur salaire. Comment un militaire peut être millionnaire? On me pose une question. Posez-vous la question. Alors, écoutez, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand je vous dis que nous sommes une société hyper corrompue, nous ne voyons pas la face. C'est-à-dire que cet argent que... Vous avez des gens qui n'ont pas l'argent pour construire des hôpitaux, pour construire des morgues, mais eux-mêmes ont des immeubles. C'est pas possible. Donc vous avez Ntingi par exemple qui construit un immeuble à Lingwala. Quand tu étais président de l'Assemblée provinciale, me dis moi voilà, l'Assemblée provinciale elle-même n'avait pas de... Elle était locataire en son temps. Et son seul bâtiment était construit par l'Union européenne. Donc voilà, vous avez, comment vous avez que les gens qui travaillent pour l'État ont des moyens pour eux-mêmes? Mais pour leur employeur, il n'y a pas de bons bureaux, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, et vous allez voir partout, c'est un problème sérieux. Alors moi je dis, je connais ma société. Je connais ma société et je sais que le problème de corruption est là. Je sais que même les magistrats eux-mêmes passent sur la face. Et certains d'entre eux, beaucoup, sont corrompus. Alors, je connais de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, la question c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont été précarisés. Je vous ai dit qu'ils ont été précarisés et tout ça. Regardez par exemple, il y a un autre... voilà, ils ont été précarisés et tout ça. Mais c'est tout cet axe-là qu'il faut trouver. On commence à donner de bons salaires, réformer. En tout cas, on ne peut pas, il faut absolument réformer la justice. Mettre d'abord les magistrats, bonnes conditions de travail et bonnes conditions de vie. Les magistrats n'ont pas de sécurité sociale. Leurs enfants n'ont pas de couverture sociale. Ils ne savent pas, ils n'ont pas ça. Alors il faudra absolument d'abord un peu sanctuariser les magistrats parce que ce sont eux le gardien de notre moralité. Ce sont eux les gardiens de valeurs de notre société. Ce sont eux les défenseurs de nos libertés. Donc si cette catégorie est précarisée, ne vous attendez à rien de bon. Il est là, il touche $500, il juge des affaires de 1 million, 3 millions. C'est vrai que le traitement ne résout pas tout. Un bon salaire ne résout pas tout. Mais je pense qu'il faut un minimum. Ça veut dire qu'il faut un minimum logement, quelques avantages. Il faut absolument qu'il soit précarisé. L'avancement en carrière, tout ça, les conseils supérieurs de la magistrature, pas on ne recrute pas n'importe comment, les promotions pas n'importe comment, méritocratie. Il faut une grande réforme du système de la justice. Et je pense que Tambo Mamba était dans la bonne direction avec son diagnostic. Et puis il y avait des remèdes qui avaient tout. Donc, mais il faut qui n'ont pas été appliqués. Il y a tout ça. Mais pour les militaires aussi. Il faut que la parole tourne aussi. Je termine par là. Les militaires aussi, le policier, je comprends. Conditions difficiles. Regardez, vous allez dans les camps des militaires, vous avez la chair de poule. C'est
tellement c'est misérable. Et tu sais qu'il a promis d'échanger leurs conditions de vie. Tellement c'est misérable. Il va faire, comment il va y arriver? Ça veut dire que, parce que la richesse créée, elle est petite, il faut rogner sur les frais de fonctionnement, il faut rogner sur certains... les institutions budgétivores. Absolument, il faut rogner pour dégager des marges en attendant de créer la richesse, parce qu'on est toujours un État pauvre, avec 5 milliards de dollars pour 80 millions d'habitants, donc on est extrêmement pauvre. Et donc, il doit faire absolument diminuer le train de vie de l'État, dégager des économies pour venir aux besoins des militaires, des policiers, parce que c'est aussi des gens importants qui se battent pour la défense de notre souveraineté et de notre sécurité. Mais vous vous sentez révolté par le diagnostic fait par Israël Moutala, ça glace le dos. Oui, parce que je sais que dans notre pays, nous avons la justice, nous avons les cours et tribunaux qui sont là, qui devraient faire leur travail. Le ministre de la Justice a dit que les magistrats ne faisaient pas leur travail. L'heure arrive où un ministre qui sera... C'est pas un aveu d'échec, ça, quand un ministre reconnaît que, oui, effectivement, les magistrats, ils sont corrompus. Ils ont des vestes, des voitures. L'autre veste, c'était quoi? Veste, voiture, villa. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, mais ce que nous voudrons à ces jours, avec, peut-être on peut dire qu'ils étaient sous couvert, parce que il y avait bien sûr le président de la République et honoraire et tout comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons les nouveaux qui arrivent, qui est venu avec un vent du changement, qu'ils ont eu d'abord des années, et pour proclamer les changements, c'est maintenant les changements. Pas des droits. Donc, l'heure arrive, nous voulons voir à ces jours, même les ministres sortants, comme ils sont en train de sortir, qui est une équipe, une commission qui sont en train de suivre, qui a fait quoi? L'argent qui avait été affecté dans tel ministère, qu'est-ce qu'on a fait avec? Alors, la traçabilité, bien sûr, mais s'il y a eu des tournements, ces gens devraient être déférés devant les cours de tribunaux pour être sanctionnés par la loi congolaise. Et donc, il n'y a pas l'impunité puisque tout a été érigé en infraction. Tous les comportements qui devraient être répréhensibles. Mais jusque-là, on n'a pas sévi, la loi n'a pas été... C'est parce qu'on n'a pas encore vu des cas concrets où un ministre est en train de répondre devant les détournements, peut-être les vols et tout consort, mais nous voudrions voir ces gestes-là. Ça fait en sorte que notre pays puisse quand même prendre la sanction envers... Vous avez souhaité que le premier à être sanctionné vienne de vos rangs et le PPRD? Oui, parce que nous avons dirigé avec beaucoup d'années, bien sûr. Peut-être il y a eu des dérapages, c'est vrai, mais il faut trier ceux qui se retrouveraient là-dedans, avec les rapports, bien sûr, de les conseillers spéciaux de l'État honoraire, Luzo Lobambi. Voilà, il faut mettre la main sur ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas des incontournables. Vous reconnaissez qu'il y a eu effectivement un peu une... Nous disons, lorsqu'il y a les conseillers spéciaux qui sortent son rapport avec des chiffres détaillés, clairs et nets, nous on s'attendait, le ministère public, ou le procureur général bien sûr, devrait mener ses enquêtes et arriver à interpeller les concernés. Même avec un mandataire, il y a eu échange des coups de feu. C'est ce que nous disons. Nous disons, nous ne fuyons rien. Dans ce pays. Oui, mais nous attendons aujourd'hui que la justice fasse son travail. Ça sera une leçon, bien sûr, une leçon pour les autres qui rêvent ou qui voudraient prendre la responsabilité. Est-ce que vous donneriez la chance à Tshisekedi de réunir ce pari, de réussir ce pari? Oui, la République démocratique du Congo vaut plus que toute autre chose. On doit lui donner cette chance-là de travailler vraiment librement, mais en privilégiant les intérêts de notre peuple. Le fossé est très, très profond. Hein? Voilà, c'est un défi qui est devant lui. Il doit aussi donner le meilleur de lui-même pour qu'on évolue. On y arrivera. De toutes les façons, il n'a pas trouvé le pays là où il était. Vous savez que le pays n'existait pas. Lorsque Kabila, Joseph venait au pouvoir, l'État congolais n'existait pas. Beaucoup de choses ont été faites. Mais aujourd'hui, au moins, nous avons les fondamentaux de la République. Il arrive, il est là, il doit continuer. Mais le fossé est très profond, Israël. Hein? On est arrivé à la fin. On est obligé d'y arriver. Il faut que Félix Tshisekedi réussisse. Parce qu'il a les moyens. Parce que s'il ne réussit pas... Il a le moyen de le faire. S'il ne réussit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes de Malémankoulou n'auront pas de soins de santé. Ça veut dire que les jeunes de Bikoro n'iront pas à l'école. Ça veut dire que les Congolais ne vont pas manger à leur faim, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'infrastructure, il n'y aura pas de courant. Mais vous savez que les politiques, c'est beaucoup aussi des promesses démagogiques. Hein? Oui, c'est ça le problème. Mais ça veut dire que, écoutez, mais en 5 ans, on ne peut pas réduire la misère du Congolais. Ça veut dire que pour qu'il réussisse, ça veut dire qu'on est à 5 milliards de ressources propres. Ça veut dire que lui, son pari, c'est de... Vous voulez arriver à 8 milliards? C'est de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait en 5 ans. Il faut qu'il épouse tout le potentiel de progression en 5 ans. On peut booster de 5 milliards à combien? En bouchant les trous, en stimulant l'investissement et tout. Voilà, il doit tout ce potentiel. Mais ça veut dire qu'il doit déclencher une dynamique positive.
Mais ce n'est pas avec lui justement que le Congolais va manger 3 fois sa faim. C'est pas avec lui. Et nous aurons tous accès aux soins de santé. Ce n'est pas avec lui qu'il y aura la couverture avec vous. Ce n'est pas avec lui qu'il y aura la couverture universelle pour tout le monde, pour la maladie. Non. Écoutez, il faut être raisonnable. C'est chimérique. Ça veut dire que par exemple maintenant, aujourd'hui, par exemple, on est en 2019. Si le grand projet, par exemple, intégrateur INGA, ça ne sera pas pendant les 5 ans. Si ça commence en 2019, il faudra compter 5 à 6 ans pour récolter les fruits. Donc c'est un autre qui va récolter les fruits. Et donc, pour le moment, il doit se concentrer sur quoi? Sécurité d'abord, la paix et tout ça, réformer l'appareil sécuritaire, l'appareil judiciaire et surtout les infrastructures. Parce que ce sont les infrastructures, notamment routières, les voies de communication, le rail et tout ça. S'il y a un financement qui connecte la RDC, ça va déclencher une dynamique positive de création de richesses. Et là, nous ne risquons pas de déchanter, il n'est pas d'accord avec vous, il va prendre la parole. Mais le problème, je suis d'accord, le problème avec Kizito, le problème c'est que c'est aussi un avantage pour eux. Ils sont en coalition. Ils vont fédérer les forces. Ils vont faire une synthèse de leurs forces et des forces de trucs qu'ils vont mettre. Ils vont essayer de minimiser leurs faiblesses. Et je pense qu'avec l'expérience du PPRD, c'est une excellente chose. Ils ont l'expérience de la gestion. Et je loue cette expérience parce qu'à l'UDPS, il y a une carence des cadres. Il faut qu'on se ils ne sont pas d'accord, mais on a pensé que l'UDPS était la pépinière. Non, j'assume. J'assume, il n'y a pas, ça veut dire que être militant et tout ça, l'expertise, voilà, c'est l'expertise. Mais les mêmes viennent de l'UDPS, les Bazaïbas ont été à l'UDPS. Oui, mais c'est ça, mais ils ont roulé leur boss entre-temps. Ils ont roulé leur boss et tout ça. Vous allez avoir la parole. Si je vous donne, donnez-nous par exemple 50 cadres, ou disons 10 cadres de l'UDPS ici à Kinshasa, 10 à 20 cadres dans tous les secteurs. Non, les cadres, vous ne voyez pas que ceux qui font la télé, il y en a d'autres qui... J'apprends que des professeurs prennent leur carte de membre chaque jour ici. Vous n'êtes pas d'accord avec Israël à un moment donné? Parce que, vous savez, ce qui est avant, bien sûr, leur plateforme avec l'INC, ils l'ont appelé Cash. Et le président Félix Tshisekedi, d'abord à l'époque président de l'UDPS, il a dit, selon son programme de campagne, qu'il va ramener notre budget à 86 milliards. C'est sur 10 ans. C'est sur 10 ans, bien sûr. Mais de l'autre côté, Vital Kamerhe disait c'est pas à 114 ou 113 milliards. Et aujourd'hui qu'ils sont ensemble, nous voulons au moins voir, puisque si ces pays arrivaient ne fût qu'à 50 milliards, nous allons vivre le paradis dans notre pays. Et donc, il a ces défis-là majeurs de nous ramener un budget ne fût-ce que de 50 milliards. D'abord, pas 50 milliards là. Voilà, nous voulons voir 2019. Non, mais il faut mettre la capacité. Peut-être c'est le signal qu'il donne aujourd'hui en retournant les 163. Il faut mettre 3 chiffres. 86 milliards sur 10 ans. Donc, disons 44 millions sur 5 ans. Sur 5 ans. Vous mettez les chiffres de Chadari, 86 milliards sur 5 ans. Et vous mettez celui de Kamerhe, 114 milliards, 118 milliards ou quelque chose, 114 milliards sur 5 ans. Vous avez ces 3 chiffres. Mais la vérité, c'est que vous avez la majorité présidentielle et vous avez la majorité parlementaire au au FCC. Donc ça sera une synthèse. Donc Félix n'a pas les mains totalement libres parce que la politique gouvernementale, elle sera justement élaborée en concertation entre l'actuelle majorité parlementaire et le président. Et d'abord, on verra comment votre majorité va sanctionner vos propres ministres, ce qui n'a pas été le cas pendant les 17 dernières années. Le point commun, c'est le bien-être de tous. Si on a la majorité parlementaire, bien sûr, et de l'autre côté, s'il y a cette volonté de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, nous allons arriver à un bon résultat. Mais aussi, je ne pense pas que lorsqu'on parle de la majorité parlementaire, on sera là pour mettre des freins ou les contrecarrer à ne pas poser des actions protéger des ministres comme on l'a fait. Je pense d'abord que c'est ce qui s'est passé à Kingakati hier. Mais moi je pense d'abord que la première chose à faire aujourd'hui, c'est, je pense qu'avec le nouveau règlement intérieur, c'est bannir les retraits des signatures comme on l'a fait sous la mandature passée. C'est des motions incidentielles pour protéger les ministres. J'espère que dans le nouveau règlement d'ordre intérieur, on va élaguer ça et que chaque ministre, dès qu'il est convoqué, il répond de ses actes. S'il doit être sauvé, il doit être sauvé par le vote, non par des motions incidentielles et par les retraits des signatures. Je pense qu'il n'y aura pas non plus de règlement des comptes. Non, les règlements des comptes sont en démocratie, en principe pas des règlements des comptes. Vous amenez le dossier, ça passe pas et puis vous initiez une motion. Et je pense que là aussi Félix Tshisekedi, il a dit que voilà, il considère
Joseph Kabila et la majorité comme des partenaires de l'alternance. Et donc il est dans un esprit constructif. Monsieur, ne pas regarder on a fini. Vous regardez la caméra Israël Moutala. Bon, on va finir par d'abord Kizito Tongoï. Qu'est-ce que vous inspire l'avenir d'ici à 2023? Voilà, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on ait un exécutif fort qui donne